Heure de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, au Mali, l'on a célébré le 61e anniversaire de l'armée en présence des nouvelles autorités du pays, dont le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui dans son discours a évoqué la situation sécuritaire du pays. Le président de la transition affirme une nette amélioration du climat sécuritaire malien. Et puis au Libéria, une bousculade fait des morts à Monrovia, la capitale, lors d'une croisade de prière dans une église. Le président George Weah s'est rendu sur les lieux quelques heures après l'événement pour apporter son soutien aux familles des victimes. Crise en Ukraine, les Occidentaux réitèrent leur mise en garde Moscou contre une éventuelle incursion militaire en Ukraine, a affirmé le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Encore une fois, bienvenue à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Nous le disions dans nos titres, au Mali, l'on a célébré le 61e anniversaire de l'armée en présence des nouvelles autorités du pays, dont le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui dans son discours a évoqué la situation sécuritaire du pays. Le président de la transition affirme une nette amélioration du climat sécuritaire dans le pays. Commémoration de la création de l'armée au Mali. Pour ce 61e anniversaire, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a assisté au défilé des troupes avant de faire un discours. Il a évoqué la situation sécuritaire du pays. Aujourd'hui, nous sentons une nette amélioration dans le cadre de la sécurité et cela est dû aux différentes opérations qui ont été déclenchées tout récemment. Et ces opérations commencent à porter leurs fruits. Donc nous ne pouvons que remercier et féliciter l'engagement des femmes ainsi que de leurs partenaires qui se battent au quotidien avec bravoure et détermination pour apporter la sécurité et la paix sur l'ensemble du territoire malien. Jeudi, la mission de l'ONU au Mali a annoncé avoir repris ses vols sur la région du Sahel pour lutter contre les groupes djihadistes. Ils avaient jusqu'alors été suspendus dans l'attente de pourparlers avec la junte. Et ces différentes opérations ont pour état final recherché le retour de l'État, de créer des conditions d'un environnement sécurisé, apaisé pour l'organisation des élections libres et crédibles, qui est la condition sine qua non d'un retour à un ordre constitutionnel sécurisé et apaisé. La CEDEAO a récemment durci ses sanctions envers le Mali, n'acceptant pas la proposition de la junte de rester au pouvoir pendant 5 ans avant d'organiser de nouvelles élections. Au Ghana, une explosion fait au moins 17 morts. L'accident s'est produit à Apiat, localité située à 300 km de la capitale Accra. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo s'est exprimé quelques heures après sur Twitter. Collision entre un camion chargé d'explosifs et une moto jeudi dans l'ouest du Ghana. Le choc a provoqué une immense déflagration et tué plusieurs personnes. Le premier bilan officiel fait état de 17 décès et de 59 blessés, dont certains dans un état critique. L'accident s'est produit vers midi à Apiat, à 300 km de la capitale. La police locale a publié un communiqué confirmant que l'explosion a été créée par la collision. Il indique également que la plupart des victimes ont été secourues et emmenées dans les hôpitaux de la région. Les forces de l'ordre ont demandé l'ouverture des écoles et églises pour éventuellement accueillir d'autres blessés. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, s'est exprimé à propos de l'accident quelques heures plus tard sur Twitter. « Je viens de recevoir un briefing sur les circonstances qui ont conduit à une explosion à Apiat près de Bogosso, dans la région occidentale, entraînant la perte de vie et la destruction de propriétés appartenant à des habitants. C'est un incident vraiment triste, malheureux et tragique et je présente au nom du gouvernement mes profondes condoléances aux familles des défunts et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La police, les forces armées de l'Organisation nationale de gestion des catastrophes coordonnent leurs efforts pour contenir la situation et j'ai également demandé à l'organisation de veiller à ce qu'une aide rapide soit apportée aux résidents de la ville. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer un retour rapide à une situation normale pour les résidents d'Apiat. En Tunisie, les déchets ménagers sont recyclés par une entreprise locale. 6 000 tonnes de déchets sont traités par jour. Selon le promoteur de cette activité industrielle, ce recyclage contribue à répondre à des besoins locaux. L'entreprise de Masmoudi African Recycling traite 6 000 tonnes de déchets par an.
Chaque jour, un flot continu de mini-fourgonnettes et de petits camions apportent dans cette usine de recyclage située près de Tunis des balles de déchets plastiques qui sont pesées, triées puis découpées. Ces déchets-là, c'est une valeur ajoutée. On peut créer beaucoup d'emplois et on a une grande manque des déchets de plastique en Tunisie. Au lieu d'importer ces déchets-là des autres pays et de perdre des devises, on peut les utiliser en Tunisie. La Tunisie produit 2,6 millions de tonnes de déchets par an, mais seuls 4 à 6% sont recyclés. L'État est en train de payer à peu près entre 150 et 200 dinars par tonne des frais pour faire l'enfouissement de ces déchets, le transport de ces déchets. Et en Europe et des autres pays, ils voient que ces déchets-là sont une richesse. Beaucoup des investisseurs en Europe, ils ont investi dans les déchets et pour gagner de l'argent. Les autorités tunisiennes souhaitent mettre en place une combinaison de méthodes mécaniques et biologiques pour traiter ces déchets, mais il faudra 2 ans pour que les premiers projets voient le jour. Si on veut avoir des solutions, il faut avoir une stratégie fixe sans qu'on puisse la changer. Et c'est ce qu'on a eu en Tunisie. On a eu beaucoup de changements, mais à chaque fois, on revient à case zéro. Selon ces experts, les Tunisiens doivent contribuer pour aider les municipalités à traiter ces déchets. Ailleurs dans l'actualité, en Allemagne, les manifestations contre la vaccination obligatoire qui doit entrer en vigueur en mars attirent chaque semaine un peu plus de protestataires dans de nombreuses villes du pays. Mais face à ceux qui s'opposent aux mesures sanitaires et qui dénoncent une dictature, l'impatience et l'incompréhension poussent des vaccinés à se mobiliser eux aussi. Regardez. C'est devenu un rituel. Tous les lundis soirs, ils descendent dans les rues de Berlin pour dénoncer les mesures sanitaires. La perspective d'une obligation vaccinale en Allemagne a nourri leur rang et durci le discours. Un cortège hétéroclite pour une seule et même cause. Chaque personne devrait pouvoir choisir si elle veut se faire vacciner ou si ses enfants doivent être vaccinés. C'est dictatorial et diffamatoire. Ça exclut de nombreux citoyens de l'espace public. Mais au même moment, non loin de là, une contre-manifestation se prépare au pied de l'église Gethsémané, un repère historique pour les opposants à la dictature communiste est-allemande et tout un symbole. Les habitants du quartier investissent le lieu pour empêcher un autre ralliement des antivax. La confrontation est inévitable. Résolument pro-vaccin, ces manifestants-là ne cachent plus leur incompréhension. Il s'agit d'une minorité de gens qui essaient de se présenter comme victimes d'un régime totalitaire. C'est une insulte. Je suis en colère contre ces gens-là. Ce qui m'énerve, c'est cette manière qu'ils ont de remettre en cause tout discours scientifique. Vaccinés et anti-vax, deux camps se font désormais face en Allemagne, avec la crainte d'une radicalisation, selon cette spécialiste des mouvements protestataires. La mise en place d'une obligation vaccinale jettera de l'huile sur le feu. Je ne veux pas dire par là qu'il s'agit d'une mauvaise mesure, mais de toute évidence, on ne peut pas exclure qu'elle suscite des actions de l'extrême droite. Chaque semaine, les manifestations anti-vax rassemblent des dizaines de milliers de personnes à travers le pays, tendance à la hausse. Et nous le disions dans nos titres, crise en Ukraine, les Occidentaux réitèrent leur mise en garde à Moscou contre une éventuelle incursion militaire en Ukraine, a affirmé le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, qui était à Berlin avec ses homologues européens pour former un front commun solidaire de l'Ukraine face à la menace russe. Les Occidentaux mettent en garde Moscou. Toute incursion en Ukraine aura des conséquences sévères et rapides, a affirmé Joe Biden. Son ministre des Affaires étrangères, Antony Blinken, était à Berlin ce jeudi avec ses homologues européens pour former un front commun solidaire de l'Ukraine face à la menace russe. Permettre à la Russie de violer ses principes en toute impunité nous ramènerait tous à une époque beaucoup plus dangereuse et instable, lorsque ce continent et cette ville, Berlin, étaient divisés en deux
séparés par des no man's land avec des patrouilles de soldats, et la menace d'une guerre totale planant au-dessus de la tête de chacun. Cela enverrait également un message aux autres dans le monde que ces principes peuvent être violés, et cela aurait des résultats catastrophiques. D'après les services de renseignement américains, environ 100 000 hommes seraient postés aux abords de la frontière ukrainienne côté russe, comme le montrent ces images satellites de la société américaine Maxar, prises entre décembre et janvier. Comme Washington, Bruxelles fait part de son inquiétude. Nous voulons ce dialogue. Nous voulons que les conflits soient résolus dans les organes qui ont été formés à cet effet. Mais si la situation se détériore, s'il y a de nouvelles attaques contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine, nous répondrons par des sanctions économiques et financières massives. La Russie pointe pour sa part des menaces de l'OTAN. Washington a annoncé mercredi une provision de 200 millions de dollars d'aide à la défense pour l'Ukraine. Les États-Unis ont également approuvé ce jeudi les demandes des pays baltes d'expédier des armes de fabrication américaine à l'Ukraine. Toutes ces menaces de sanctions contre la Russie peuvent contribuer à la déstabilisation de la situation, car elles peuvent semer des espoirs complètement erronés dans les têtes brûlantes de certains représentants de l'Ukraine, des dirigeants ukrainiens, qui, comme on dit, en catimini peuvent décider de déclencher une nouvelle guerre civile dans leur pays. Le chef de la diplomatie américaine doit rencontrer son homologue russe, Sergueï Lavrov, ce vendredi à Genève, pour tenter de désamorcer une crise qui rappelle les heures les plus sombres de la guerre froide. Les autorités israéliennes disent ne pas vouloir se doter d'une arme nucléaire. Les propos sont du président iranien Ibrahim Raïssi lors d'une visite officielle en Russie. Il souhaite parvenir à un accord seulement si les droits de l'Iran sont respectés, précise-t-il, avant de signaler que l'armement nucléaire n'est pas une priorité pour son pays. Pas d'armes nucléaires envisagées pour l'Iran. C'est ce que le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré lors d'une visite officielle en Russie. Il souhaite parvenir à un accord seulement si les droits de l'Iran sont respectés. L'accord de Vienne de 2015 visait à freiner le programme nucléaire iranien en échange d'un assouplissement des sanctions économiques, mais Téhéran avait rompu ses engagements à la suite du rétablissement des sanctions américaines. Nous ne cherchons pas à détenir d'armes nucléaires. De telles armes n'ont pas leur place dans notre stratégie défensive. Repris fin novembre à Vienne, les pourparlers entre l'Iran et la communauté internationale, dont la Russie, visent à faire revenir les États-Unis dans le pacte. Donald Trump, alors président, avait retiré le pays de l'accord en 2018. Aujourd'hui, Washington s'efforce de le relancer et met en garde contre un échec si les négociations n'aboutissent pas rapidement. Nous pouvons mener à bien ces pourparlers et répondre aux préoccupations de toutes les parties. Mais le temps presse. Si un accord n'est pas conclu dans les semaines à venir, les avancées nucléaires en cours de l'Iran, qui ont repris après notre retrait, nous empêcheront d'aboutir à un pacte. Ces déclarations surviennent alors que l'Iran semble se tourner vers la Russie. Les deux pays ainsi que la Chine sont sur le point de commencer un exercice naval conjoint dans l'océan Indien, visant à renforcer la sécurité commune, selon un responsable de la marine iranienne. Les négociations interviennent aussi en pleine tension entre la Russie et les pays occidentaux à propos de l'Ukraine. Et nous ouvrons à présent la page CAN. Les éléphants de Côte d'Ivoire se qualifient pour les huitièmes de finale en battant le tenant du titre africain, les Fennecs d'Algérie, par un score de 3-1. Le résumé de la rencontre. L'Algérie, éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations. Les tenants du titre de 2019 se sont inclinés face à la Côte d'Ivoire 3-1 lors de leur dernier match du groupe E. L'équipe était arrivée dans la compétition après une série de 34 matchs sans défaite. On paye cher et on sort. Les conditions n'étaient vraiment pas faciles, même si ce n'est pas une excuse. Et on doit quand même prendre en considération tout en considération. Le football, c'est comme ça. On a gagné, on a été en haut de l'Afrique, sur le toit de l'Afrique, pendant 35-36 matchs. Aujourd'hui, on a 2 défaites d'affilée. Et c'est là que on voit qui est vraiment derrière nous. On sait que tout le peuple algérien sera derrière nous. Franck Kessy et Ibrahim Sangaré ont marqué en première période avant que Nicolas Pepe ajoute un dernier but pour la Côte d'Ivoire après la mi-temps. Certes, c'est un trophée individuel, mais pour moi, c'est un trophée collectif parce qu'on a vu du collectif ce soir. On a vu une très grande équipe de la Côte d'Ivoire.
qui s'est déplacé ensemble, qui s'est battu ensemble et à la fin on a obtenu le résultat, ce qui était le plus important. La Guinée équatoriale accède également au 8e et se hisse en seconde place du classement du groupe E après avoir battu la Sierra Leone 1-0. La Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale se sont qualifiées après cette phase de poule avec respectivement 7 et 6 points. Fin de compétition pour la Sierra Leone et l'Algérie avec seulement 2 et 1 point. Et nous écoutons le coach algérien Djamel Belmadi lors de la conférence de presse d'après-match. Peur de dire le mot, c'est un échec total. Jamais pu marquer. Même les pénaltys, on a du mal à les marquer. Donc, on ne s'est pas montré à la hauteur de la compétition, tout simplement. Les autres affiches de cette dernière journée, avant les 8e de finale, la Gambie a battu la Tunisie et le Mali bat 2-0 la Mauritanie. CAN toujours, durant la phase de groupe, plusieurs équipes ont tenu leur rang, à l'image du Cameroun, du Sénégal et du Maroc. D'autres formations se sont révélées au cours de leurs 3 premiers matchs et leurs bonnes performances leur permettent de continuer la compétition. Ces équipes, au terme de la première phase des poules, ont pu obtenir leur qualification pour les 8e de finale. Ce sont le Cameroun, le Burkina Faso, le Sénégal, le Cap-Vert, la Guinée, le Maroc, le Malawi, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Nigeria, l'Égypte, les Comores, la Guinée équatoriale, la Tunisie, le Mali et la Gambie. Et nous parlons à présent religion. L'église évangélique de Caceras, dans l'état de Mato Grosso, nous sommes au Brésil, a été prise pour cible en début de semaine. Des assaillants ont ouvert le feu sur des fidèles rassemblés. On déplore 7 victimes, parmi lesquelles un bébé et 2 adolescents. Toutes ont été conduites à l'hôpital. À ce jour, 2 victimes sont toujours hospitalisées, dont l'une dans un état très grave. Et nous parlons toujours religion. Au Libéria, une bousculade fait des morts à Monrovia, la capitale, lors d'une croisade de prière dans une église. Le président George Weah s'est rendu sur les lieux quelques heures après l'événement pour apporter son soutien aux familles des victimes. Au moins 29 personnes, dont 11 enfants, sont mortes, apparemment piétinées par la foule. Les images. Quelques heures après le mouvement de foule dans une église à Monrovia et qui a fait au moins 29 morts, George Weah a tenu à rendre visite aux victimes qui sont soignées dans un hôpital de la capitale. Le président libérien a promis de prendre des dispositions pour s'assurer que ce genre d'incident n'ait plus lieu. C'est une tragédie et un jour bien triste pour notre pays. Je tiens à exprimer ma sympathie à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers. Nous faisons un monde honorable et à l'avenir, nous allons nous assurer que ceux qui sont en charge vérifient que lorsqu'un espace est prévu pour 10 personnes, qu'il n'accueille pas plus de 10 personnes. 11 enfants et une femme enceinte font partie des victimes qui ont perdu la vie. Le mouvement de panique a été créé par des bandits qui dévalisaient les fidèles à leur sortie de ce rassemblement chrétien. Un témoin qui était sur les lieux du drame raconte. À la fin du service, le groupe qui partait s'est trouvé face à un autre groupe qui fuyait les criminels. Des gens sont tombés et se sont fait piétiner. Ceux qui n'arrivaient pas à s'échapper ou ceux qui étaient essoufflés sont morts. D'autres personnes sont restées inconscientes. Le président Weah a déclaré 3 jours de deuil national et réclamé une enquête. Le pasteur qui dirigeait la prière lors du drame a lui été interrogé par la police. Le bilan de cette tragédie risque de s'alourdir, certains blessés étant dans un état critique. Et c'est ici que se referme ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.